Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, nous recevons aujourd'hui dans notre studio Monsieur Koné, n'est-ce pas, qui est réfugié ici au Maroc depuis bientôt 10 ans et qui avait d'ailleurs organisé sur Casablanca avec d'autres réfugiés, n'est-ce pas, une réunion pour, n'est-ce pas, se pencher sur leur cas ici au Maroc. Cette réunion s'était soldée, n'est-ce pas, par le mot d'ordre qui était la réinstallation ou rien. C'est ce qui avait été décidé par l'ensemble des réfugiés qui s'étaient réunis à cette occasion-là. Et aujourd'hui, Monsieur Koné est, n'est-ce pas, au studio de Rdjumboa pour nous donner l'état d'avancement de leur lutte pour la réinstallation. Donc, avec Monsieur Koné, nous allons donc ensemble prendre l'information sur l'évolution de la situation du réfugié subsaharien, parce qu'il fallait le préciser. Ça avait été d'ailleurs mentionné dans la première réunion qui avait été faite, dans le réfugié subsaharien sur le territoire marocain. Et aujourd'hui, quel est donc le statut de ce réfugié? Bonjour, Monsieur Koné. Bonjour, monsieur. Bon, avant de commencer, nous les réfugiés subsahariens, nous vous disons merci parce que grâce à votre télé, votre chaîne, on se fait connaître national comme à l'international. Mais d'abord, le premier merci vient de Dieu qui nous donne la vie. Malgré tout ce que nous traversons dans ce pays, le Maroc, qui est comme notre terre d'asile. Mais depuis notre dernière rencontre, franchement, beaucoup de choses ont bougé. Ça a bousculé. Et seul le travail paye. On n'a pas croisé les bras. On a travaillé. Avant de travailler, ce n'était pas notre domaine dans les écoles que nous avons fréquentées dans nos pays respectifs. Mais malgré, on a travaillé sur l'État. On s'est formé, on a eu des cours, on a frappé à plusieurs portes, des droits de l'homme, de justice, des avocats, des journalistes, cultivés, qui nous apportaient beaucoup. C'est grâce à eux, aujourd'hui, on est prêts pour cette bataille et, Inch'Allah, nous gagnerons la réinstallation totale. Alors, Monsieur Koné, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Parce que ce n'est pas évident que tous les auditeurs aient suivi réellement le but que vous poursuivez, qui est la réinstallation. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le réfugié subsaharien au Maroc souhaite être réinstallé? Et est-ce que vous pouvez expliquer comme ça pour les autres auditeurs qui n'étaient pas là les dernières fois, qu'est-ce que c'est que la réinstallation? Merci encore, cher frère. Et pour la réinstallation, le réfugié en question n'a pas le droit de demander sa propre réinstallation. Mais quand la réinstallation vient, c'est à cause du non-respect de la Convention de Genève que voici. Et cette Convention de Genève que voici n'est pas respectée par le pays d'accueil, le Maroc, et n'est pas appliquée par les Nations Unies, Maroc, ACM Maroc. Donc, pour cela, nous avons le plan B. Si les conditions ne sont pas remplies, nous devons quitter ce pays. Parce que le réfugié, qu'est-ce qu'on appelle un réfugié? C'est quelqu'un qui est fatigué, qui est vulnérable, qui est traumatisé, qui a tout perdu venant au Maroc. Parce que le Maroc, pourquoi on est là au Maroc? Le Maroc nous a pas accepté parce qu'il faut nous accepter. Le Maroc a ratifié à la Convention de Genève de 1951. En ratifiant la Convention de Genève, le Maroc accepte d'accueillir des réfugiés et des demandeurs d'asile sur son territoire. En acceptant les réfugiés et les demandeurs d'asile sur son territoire, le Maroc savait qu'il y a des gens qui allaient venir et devaient avoir des logements selon la Convention de Genève. Parce que nous, les réfugiés, on parle de la Convention de Genève parce que c'est ça qui nous intéresse. Sans la Convention de Genève, on ne serait pas au Maroc. Nous ne sommes pas des migrants, on est des réfugiés. On a fui nos pays, on a tout perdu. Vraiment, au Maroc, on n'a pas la sécurité,
on n'a pas la protection, on n'a aucune assistance de la part de ACR Maroc. Voici, pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, un seul jour, ils n'ont rien fait pour les réfugiés subsahariens, surtout subsahariens. On dit non-discrimination. On voit qu'il y a des réfugiés qui sont dans le beurre, excusez-moi du mot. Il y a des réfugiés qui sont logés, blanchis, traités. Mais nous, les réfugiés subsahariens, peut-être c'est la couleur de notre peau, on est noirs. Non, excusez-moi, moi je ne parle pas, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit. Le réfugié arabophone, il est mieux traité que le réfugié subsaharien. Et ils sont logés. Nous, où on dort? On dort sous les ponts, dans les forêts, au bord de l'eau. Le réfugié subsaharien est devenu clandestin pour aller mourir, pour aller braver la Méditerranée, pour aller en Espagne, pour aller mourir dans l'eau. Pourquoi? Parce que vivre dans la capitale, Casa, Rabat ou quelque part, c'est encore un danger. Il préfère rester avec son bourreau dans son pays d'origine que de rester dans ce pays. Lui-même, il sait, en partant en Espagne, prenant les bacs, l'immigration clandestine, il va mourir. Il préfère mourir que de rester dans ce pays. Je dis à mes frères, réfugiés, demandeurs d'asile qui se trouvent à Tanger, quelque part en Nador, revenez à la raison. Nous avons une solution. Dieu, il ne dort pas, il va nous aider à être réinstallés. Ne cherchez pas une réinstallation risquée en bravant les vagues de la mer, de la Méditerranée. Revenez à la raison. Vos familles comptent sur vous. Mais le Maroc aussi doit faire son rôle. Son devoir, c'est de s'occuper des réfugiés. Vous acceptez des réfugiés sur votre territoire. Aidez-les, logez-les, sécurisez-les. J'ai du mal dans le cœur. Quand je vois une petite fille non accompagnée qui se fait violer, enceintée, qui se trouve à Tanger, des petites filles de 15 ans qui sont enceintes, violées, des femmes qui sont abattues. Je prends un exemple, Madame Barry qui se fait abattre à Tanger dans sa propre maison. Aucune sécurité, aucune protection. C'est le socle du réfugié. Le réfugié a besoin d'une assistance, protection, sécurité. Mais hélas, nous n'avons rien au Maroc. Alors, Monsieur Koné, vous êtes beaucoup appuyé sur la Convention de Genève de 1951. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce contenu, de cette loi sur laquelle vous êtes en train de vous appuyer aujourd'hui pour demander la réinstallation? Merci, chers frères. Parce qu'il y a un adage qui dit, quand tu causes avec un chrétien, vous allez causer dans la Bible. Tu causes avec un musulman, il prend le Coran. Lorsque tu causes avec un réfugié, c'est la Convention de Genève. Sans la Convention de Genève, nous ne serons pas au Maroc. On va nous appeler les clandestins. Pourquoi on nous appelle les réfugiés ou demandeurs d'asile? C'est la Convention de Genève. La Convention de Genève dit quoi? Voici cette convention. Moi, je ne l'ai pas écrit. La convention est faite. En ce temps, je n'étais pas encore né. Elle existait, elle existera. C'est une loi internationale qui doit être d'abord appliquée avant toute autre loi. Car le réfugié, c'est quelqu'un qui est vulnérable, qui n'a pas de maison, qui a quitté son pays. Lorsque un pays ratifie à la Convention de Genève, elle doit avoir les structures pour accueillir ces réfugiés et ces demandeurs d'asile. Des logements, une couverture maladie, une éducation de base, du travail, un titre de voyage pour ces pauvres réfugiés qui sont arrivés. Mais hélas, le Maroc n'est pas prêt. Il n'y a pas de camp de réfugiés. Disons, il n'y a pas de camp de réfugiés. Nous avons des vidéos que des réfugiés dorment sous le pont. On a des clips, on a des photos que des réfugiés dorment sous le pont, dans la forêt, dans les grottes. En 2015, il y a des gens encore qui dorment dans les forêts, dans les grottes, parce qu'ils n'ont pas de quoi. Dans les étages, ils dorment dans les balcons, sur les dalles. Ça se vit. Venez. On ne dit pas pour faire du mal. C'est une réalité, c'est une vérité. Donc, franchement, nous disons que nous sommes fatigués. La Convention de Genève dit clairement que
Le réfugié, bon, voici la convention. Après, je vais faire la photocopie, je vais vous laisser et vous pouvez montrer à tout le monde ce que veut dire la convention. Et la convention dit le ACR, le rôle du ACR. Qu'est-ce que le ACR doit faire? Le ACR doit accompagner, aider les réfugiés, à reconstruire la vie dans leur dignité. Mais la dignité est bafouée dans ce pays. Le ACR Maroc bafoue la dignité. On dit aussi le ACR au Maroc. Le ACR Maroc, le ACR doit travailler en étroite collaboration avec le gouvernement en place. Et hélas, avec les standards internationaux. Il n'y a même pas de standards. On va y à la réunion, on dit c'est maintenant ils vont réfléchir sur le cas des réfugiés. Non, nous avons conclu que les réfugiés subsahariens, c'est la œuf aux poules d'or du gouvernement et de l'ACR. La poule aux œufs d'or. Oui, la poule aux œufs d'or. Parce que sans réfugiés noirs, il n'y a pas de subvention. Nous recevons chaque année des subventions. Et pour cette année, on a des preuves ici. On ne parle pas dans le vide, on a des preuves. Cette année, on a reçu 3,6 millions pour les réfugiés au Maroc. Aucun réfugié n'a reçu quelque chose. Non, ce n'est pas nous on écrit, on a reçu. On fait des recherches et on a des preuves. Est-ce qu'on peut... D'accord. Donc, juste après les preuves, vous allez un petit peu nous parler de votre meeting. Vous avez eu un meeting hier avec le HCR, apparemment. Oui. Voilà, allez-y. Est-ce qu'on peut avoir un visuel sur... Ne quittez pas vous-même, vous allez le lire. ACR Maroc. Voilà. Alors, ces documents sont des documents officiels. Oui. Oui. La source ACR, appel global 2015. Voilà. Donc, on peut voir les budgets. Ah oui, voici le budget Maroc, parce que chaque pays a un budget. Le budget Maroc, c'est ça, j'ai mentionné en bleu. Là, on remarque qu'il s'agit des pays du Maghreb. Le pays du Maghreb. Il s'agit. Alors, le Maroc, oui. Oui. Alors ça c'est si on regarde bien le document, c'est ACR budget de 2015 pour l'Afrique du Nord. Oui. Donc on va s'arrêter seulement sur le cas du Maroc qui a un budget de 3 588 701. Ça, c'est le budget révisé au 31 juin 2014. Et le programme pour les réfugiés palier 1, c'est 3 516 919, autant pour moi. Et le projet pour les déplacés internes pilier 4, 0. Et le total, c'est 3 516 919. Voilà. Donc, je voulais, pendant qu'on y est, poser la question de savoir quelle est la différence fondamentale pour les Noirs. Parce qu'on est obligé finalement de jouer à ce petit jeu-là. Quelle est la différence fondamentale chez les Noirs entre un migrant et un réfugié? Parce que finalement, vous nous dites que les réfugiés dorment dans la rue. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on nous a toujours dit concernant les migrants. Finalement, c'est qui dort dans la rue? Ce sont les réfugiés, ce sont les migrants. Vous avez mené votre petite enquête. J'aimerais que vous nous en parlez davantage. Excusez-moi si je me mets à marrer un peu, à avoir un petit sourire aux lèvres. Puisque le Maroc a ratifié, on n'a pas de camp de réfugiés. Il n'y a pas de camp de réfugiés au Maroc. Le réfugié, c'est quelqu'un qui a tout perdu. Celui qui a tout perdu, imaginez, vous venez dans un pays, vous n'avez pas de ressources. Où vous allez dormir? Vous êtes en tant que réfugié, vous êtes allé aux Nations Unies, on vous a reçu, vous avez un statut de réfugié, vous n'avez pas de local, vous n'avez pas de travail, vous n'avez rien, même pour manger. Il y a des réfugiés qui mendient dans les rues, il y a des réfugiés qui se prostituent, il y a des réfugiés qui deviennent des arnaqueurs, il y a des réfugiés qui sont en prison parce que faute de moyens pour survivre. Donc ils sont obligés de faire tout. Il y a des réfugiés aujourd'hui, je te parle, ils n'ont pas de couverture maladie, des maladies étranges, qui ne sont pas pris en compte. Il y a des réfugiés aujourd'hui qui n'arrivent même
même pas acheter un truc de 0 €, ils n'ont pas. Il y a des réfugiés qui dorment. J'ai des photos là, après je vais vous les montrer. Il y a des réfugiés qui dorment partout. Mais ces réfugiés cherchent maintenant l'Eldorado, d'après eux, l'Eldorado espagnol, qui vont mourir. Bon, oui, les réfugiés, on n'a pas de maison. Le ACR ou le gouvernement marocain dit qu'ils ont une cité des réfugiés. Moi, j'ai des preuves qu'ils n'ont pas de cité des réfugiés. Demandez à n'importe quel réfugié. Je peux appeler, j'ai plus de noms, vous appuyez un numéro, ils vont dire comment ils vivent au Maroc. Le réfugié, je suis la voix des non-voix. Je suis la voix des réfugiés. Je sens, j'ai vécu comme un réfugié, je vis comme un réfugié et je vivrai comme un réfugié parce que je ne peux pas retourner dans mon pays d'origine. Pourquoi ? Parce que les problèmes ne sont pas encore finis. Je suis sorti, avant de venir, on n'était pas des réfugiés, on n'est pas né des réfugiés. On avait une vie paisible. Arrivé de là, et les crises sociopolitiques ont fait que nous sortons de notre pays. Souvent, j'ai l'habitude de poser des questions aux membres de l'ACR ou aux membres du gouvernement. Monsieur, vous êtes marocain? Il dit oui. Imaginez s'il y a la guerre au Maroc et vous allez vous réfugier en Libye. On vous donne une carte de réfugié, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de salaire. Comment vous allez vivre? Ils me disent, non, on ne peut pas vivre. Imaginez des Noirs qui vivent comme ça dans votre propre pays. D'abord, la langue, il faut apprendre l'arabe. Pourquoi je dis la Libye? Parce que là-bas, ils vont parler l'anglais. Le francophone, ils disent, tu ne peux pas vivre. Qu'est-ce que c'est invivable? Ils ne peuvent pas. Où tu vas dormir? Tu vas manger quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé d'être arnaqueur, voleur, prostitué, vendre la drogue, même aller chercher un Eldorado imaginaire. Tout ce que le réfugié doit faire pour un autre doit faire pour vivre. Imaginez encore, d'autres viennent avec les familles. Des enfants qui ne vont pas à l'école. Imaginez encore le pire. Franchement, ça nous fait pleurer. On nous traite, les réfugiés subsahariens, d'Ebola. Un virus, d'Ebola. Des microbes. On n'a pas le bien reçu ici. Le plus petit, la dernière fois, un enfant de 4 ans qui nous appelait Ebola. Il dit, ouais. Où va ce monde? Le racisme, la xénophobie, la discrimination. Franchement, c'est pas tout on va dire. Faites vos enquêtes. Venez au Maroc, faites vos enquêtes partout. Les Noirs ne sont pas en sécurité au Maroc. Souvent, on te l'habite avec la pierre. On te jette des tomates. On t'appelle Asie. Déjà, ils ne sont pas encore prêts pour nous recevoir. Le Maroc n'est pas encore prêt pour recevoir les réfugiés subsahariens. Donc, pour cela, nous demandons. On ne vous force pas de nous accueillir. Nous avons des subventions qui viennent. Et la dernière fois, on dit non, les Marocains aussi ils ont des problèmes, oui, dans les pays. 7. Nous, on est venus sur une convention de Genève qui nous protège, qui nous donne assistance. Nos assistants, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites avec l'assistance des réfugiés subsahariens, des réfugiés? Pourquoi on se plaint? C'est parce que vous ne faites rien. Le AC ne fait rien. Le AC est bloqué comme ça. Parce que ce que le gouvernement dit, puisqu'il travaille en étroite et collaboration, je ne le dis pas, c'est les textes qui le disent. On se trouve, le AC nous a dit, on n'a pas de police, on n'a pas de justice, on n'a pas de logement. Où vous êtes? On est au Maroc. C'est le Maroc qui doit s'entretenir. Oui, franchement, nous souffrons. Merci bien. Alors, je vais demander que vous nous dites quand même quelques petits mots. Vous nous avez dit que vous avez fait une réunion hier avec les membres du HCR. Hier ou je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu cette réunion, de quoi il en était exactement, et au sorti de cette réunion, quelles ont été les conclusions? La fameuse réunion, ouais, franchement. D'accord. Nous, on avait une mission, on appelle Black Refugee Welfare Concern. C'est-à-dire, c'était le collectif des réfugiés non assistés. Les réfugiés et les demandeurs d'asile non assistés, on a changé, c'est devenu Black Refugee. Bon, on avait créé le mouvement pour une mission bien déterminée. Nous, on a fini notre mission depuis la semaine passée, le jeudi passé. Le dimanche passé, on devait boucler avec une séance d'explication à nos membres. Et ensuite, on n'est pas les seuls, on n'était pas les seuls. On a un groupe de réfugiés qui vit à Rabat, l'Union des réfugiés, qui nous a appelés
pour venir nous voir sur Casablanca. Parce qu'on doit fusion. La fusion, l'unité. Parce que c'est l'union, c'est la plus grande. Donc on devait être en fusion avec eux. Ils sont venus nous expliquer, parce que le lundi passé, ce lundi qui est passé, ils avaient un sitting devant le bras. Donc nous, en tant que réfugiés, si ton frère réfugié a un problème, aide-le à résoudre ce problème. Donc nous, on ne voulait pas la division. On a fait un bloc ensemble pour aller à Rabat. De Rabat, on était parti devant le bureau des réfugiés et des apatrides, ce qu'on appelle le bras. Et on est arrivé à Rabat le lundi 9h, 10h. Bon, on devait faire un sitting parce qu'on est fatigué. Logement, titre de voyage. C'est ce qu'on était parti demander, simple. Un sitting pacifique. Et monsieur le directeur du bras nous avait reçus. J'étais un peu en train de faire un exercice sur les panneaux, écrits. Et la première vague est entrée dans le bureau. Ils ont commencé. Après 30 minutes, ils ont fait un signe. Moi, je suis entré. Lorsque je suis entré dans le bureau, le débat était déjà avancé, très avancé. Ils avaient comme médiateur la plateforme des associations subsahariennes, qui étaient comme les médiateurs des réfugiés et du gouvernement et de l'ACR. Oui. Et je n'ai pas commencé le débat avec eux, mais c'est où je suis arrivé, c'est là que je commence le mien. Quand j'ai entendu que de la bouche du représentant du gouvernement en disant le Maroc aussi a des problèmes, ils ont des gens qui ne mangent pas, qui souffrent ici, tout, c'est qu'ils ont beaucoup de problèmes, tout. Il a dit beaucoup de mots en fonction de la population, c'est tout à fait normal. Et aussi le représentant du ACR Maroc qui était là, lui aussi il a commencé à parler des bons. Non, on va augmenter vos bons de 300 dirhams. 300 dirhams, chaque 3 mois, on va vous donner des bons de 300 dirhams. Lorsque j'ai entendu ces paroles de part et d'autre, j'étais déjà écœuré. Parce que, pourquoi? On parle de la vie humaine. C'est pas une plaisanterie. Des pères de famille, des mères de famille qui meurent, qui se font violer, qui se font battre. Sans justice, sans sécurité. Et des hauts fonctionnaires qui viennent nous parler des bons de 300 dirhams chaque 3 mois. Là, on a une impression. On est où là? Si on est dans la Convention de Genève, vous n'aurez pas l'occasion de nous dire ce que vous dites. Parce que le Maroc, oui, il a ratifié. Le problème du Maroc, c'est le problème interne. Le Maroc acceptait les réfugiés. Ils ont ratifié à la Convention de Genève. C'est qu'ils s'apprêtent à accueillir les réfugiés. Quand nous, on vient chez vous, on en a subventions qui viennent. On a des fonds qui viennent. Occupez-vous de nous avec ces fonds. Mais nous, on n'est pas dans vos problèmes internes. Pourquoi on est là? Pourquoi on s'est réunis? Parce que vous savez que vous nous devez. Nous, on discute. On discute avec vous, essayez de voir, redonnez-nous nos droits. On n'est pas des commandeurs, on est des demandeurs d'asile. Et ce que nous appartient, c'est ça, nous, on est venu réclamer. Pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, vous nous avez privés de tous nos droits. On est devenus des sous-hommes. Non, hélas, je ne suis pas venu pour discuter de ça. On ne discute pas, c'est vous qui devez venir négocier. Ce n'est pas nous, on va négocier avec vous. Parce que nous, vous nous avez volé tous nos droits. Vous devez tout arracher. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, quand je parlais, parce que quand tu parles franc jeu, tu énerves, tout le monde est fâché. Pourquoi tu as brisé la loi du silence? C'est vrai. J'ai demandé, oui, non, c'est maintenant le gouvernement va se réunir pour décider comment on va faire. J'ai dit, waouh! Depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans, c'est maintenant le gouvernement va se réunir pour voir à l'Assemblée nationale s'ils vont voter des lois. Et en ce moment, nous, on devient quoi? Des cobayes. Chaque année, on a des subventions qui viennent. L'Union européenne nous envoie de l'argent. Et le ACR, l'ONU nous envoie de l'argent. Tous les donateurs nous envoient de l'argent. On ne bénéficie de rien. Et vous nous dites, c'est maintenant, vous allez prendre des décisions sur nous. Qu'est-ce que nous, on devient? Nos familles. Il y a des gens qui comptent sur nous. Qu'est-ce qu'on devient? On a franchement, lorsque j'ai fini de parler, et un certain monsieur, on ne dit pas son nom, il a dit que le gouvernement va me poursuivre en justice. Parce que, pourquoi
je parle mal du pays. Non, j'ai des preuves. Je ne parle pas mal. Si la vérité va m'envoyer en prison, je suis prêt à aller en prison pour cette vérité. Personne ne peut me priver de cette vérité. Ce que je vis, je les ai dit non, écoutez, celui qui vit dans le feu et celui qui a entendu du feu, ce n'est pas la même réaction. Je vis, ça me brûle en moi. La vie que ma soeur qui mène à Tanger dans la brousse, le réfugié qui ne mange pas, celui qui est malade, je la vis, je ressens. Mais ce n'est pas quand tu portes ton costume, tu portes ta cravate, ta voiture est climatisée, ce n'est pas la même vie on vit. Mais vous nous privez de nos droits. On a des droits, droit à l'assistance, à la vie, à la sécurité. Mais ici au Maroc, on n'a pas ces droits. Vous voulez comment faire pour vivre? En cas c'était... Non, cette fois-ci, la nouvelle génération des réfugiés, on va briser la loi du silence. On va parler, toujours on parlera. Merci mon frère. Là, la question de traduction en justice, je pense que c'est à partir du moment où vous avez énuméré le 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que la gestion différente selon la race des réfugiés. Ouais. C'est-à-dire que quand il s'agit des réfugiés noirs, vous voyez que vous êtes totalement à l'abandon, alors que de l'autre côté, quand il s'agit des réfugiés arabophones, totalement, ils sont pris en charge au point où il y a même un fonds dédié. Vous en avez parlé la dernière fois. Bon. Soi-disant le fonds arabe, ce n'est pas mentionné dans les rapports des Nations Unies qu'il y a un fonds arabe qui aide les Arabes ici. Bon, nous, on ne veut pas rentrer dans ces problèmes qu'on ne connaît pas. Mais ce que nous concerne, c'est ce qu'on parle. L'argent des réfugiés subsahariens, l'argent des réfugiés arabophones subsahariens, bon, pourquoi il y a d'autres réfugiés qui sont logés et d'autres... Bon, la plupart de ceux qui sont logés, qui sont blanchis, c'est les réfugiés arabophones. Ce n'est pas les réfugiés blacks. Arabes ou arabophones? Arabophones, bon, ceux qui parlent l'arabe, comme les Palestiniens, les Syriens, bon, les Libanais, tous ceux qui ont la peau arabe. Arabophones. Bon. Parce qu'il faut faire une différence, parce qu'arabophones, on a par exemple, bon, des noirs qui peuvent être arabes. Des réfugiés de la peau blanche. Voilà, pour bien se identifier. Parce que nous, on a la peau noire. On est vrai identifié. Non, et la dernière fois, j'ai causé avec un X qui me dit, oui, vous voyez, les réfugiés, la peau blanche, ils sont une menace. Si on ne les loge pas, si on les loge, on peut les localiser facilement. Mais parce que s'ils sont dans la nature, ils ont la même peau que nous. On ne sait pas qui est qui, ça peut déclencher. Et j'ai posé la question, et nous, les réfugiés subsahariens? Non, vous, c'est rien. À la couleur de votre peau, partout on peut vous identifier. Pourquoi? Non, on n'a pas de problème avec vous. Donc ça veut dire que tous les Noirs sur le territoire marocain sont des réfugiés alors? Non, il y a des réfugiés et des migrants. Et comment vont-ils faire pour distinguer un réfugié d'un migrant? Le réfugié a un droit. À une carte de réfugié. Non, je veux juste, vous accompagner dans le raisonnement. Ouais. Quand on dit que vous, les Noirs, on peut vous identifier. Parce que non, on ne parle pas, on parle ciblé. C'est-à-dire, ceux qui nous parlent, ce sont les gens des ACR et ceux qui s'occupent des réfugiés et des demandeurs d'asile. Oui, la question que je pose, c'est quand vous et moi, nous sommes ici, puisque nous sommes tous les deux noirs, comment on fait pour savoir lequel d'entre nous est réfugié? Bon, le réfugié, c'est celui qui est enregistré aux Nations Unies. Il a un statut, il a un numéro d'identification. Quand je donne, tu m'appelles, moi, c'est M. Kone Aboubakar, mon numéro, c'est le 2645. Lorsque tu tapes, je sors, mon profil sort. Et vous, si vous n'êtes pas enregistré aux Nations Unies, vous êtes un migrant ou vous êtes un clandestin. Vous n'êtes pas réfugié. Le réfugié, c'est celui qui a déjà fait les bureaux des Nations Unies, du ACR au Maroc. Alors, du coup, la question de ne pas loger, par exemple, ou ne pas prendre en considération le réfugié noir, tout simplement parce qu'on pourra facilement l'identifier, n'est pas quelque chose d'avéré, dans la mesure où, à partir du moment où un réfugié, c'est quelqu'un qui détient sa carte, ne devrait plus subsister la question de race. Ça devrait être pour tout le monde le logement et la suivi scrupuleuse des lois de Genève. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes totalement mis à part. On est exclu.
On est exclu de tout avantage, de tout devoir, de tout avantage de la loi de convention de 1958. Est-ce qu'ici, au Maroc, il y a d'autres réfugiés noirs qui bénéficient pleinement, n'est-ce pas, de cette convention de Genève là? Ou bien aucun noir n'a ses droits. Aucun noir ne bénéficie de ses droits. Parce on était dernièrement à votre réunion où on avait rencontré un doyen qui disait être ici depuis plus de 15 ans et qui touchait, je pense, si j'ai bonne mémoire, 300 dirhams pour 3 mois parce qu'il avait 2 filles. Donc en fait, c'était 300 dirhams dans la raison de 100 dirhams par personne. Par personne par 3 mois. Parce que c'était 300 dirhams par 3 mois à partir du moment où il avait eu 2 enfants. Donc, en fait, j'essaye de comprendre quelle est la logique, n'est-ce pas, de ce dispatching financier. Oui, franchement. Bon, les mots me manquent parce que moi-même, je suis vraiment étonné. 600 réfugiés. Le ACR Maroc s'occupe de 3. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 600 personnes, on s'occupe de 3 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Même pas la moitié. Pourquoi il y a toujours des manifestations? Pourquoi aujourd'hui je suis dans votre chaîne? C'est parce que 3 c'est trop. Derrière moi, il y a combien de personnes qui pleurent? Ils ont quand nous montrer s'il y a une cité, oui, ils payent maison des gens, moi je ne sais pas, parce que je ne fais pas la politique dans les affaires de ACR. Ce que nous concerne, c'est pour ça qu'on a créé le collectif Black Refugees. C'est tous ceux qui ne sont pas assistés. Tous ceux qui ne sont pas assistés, ils sont plus. On peut dire, mais bon, pas les 2 tiers, c'est plus des 2 tiers de ceux qui sont assistés. Qui est assisté ici? Je n'ai pas vu un réfugié qui est content. L'assistance, c'est quoi ici? Te donner. Non, écoutez, non, bon, je ne vais pas rentrer trop dans des petits détails. Mais le ACR a failli sa mission au Maroc. Parce que, pourquoi on est au Maroc? C'est pour une intégration. Le Maroc devait être comme notre terre d'asile. Être terre d'asile, c'est-à-dire le Maroc devait nous intégrer dans son propre tissu social pour que nous puissions avoir une vie saine, une vie digne. Parce que nous, les réfugiés, on a des capacités, on a des potentiels. On peut développer beaucoup de trucs. Mais lorsqu'on voit, excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans la politique du Maroc, mais quand on voit, le réfugié se meurt, abandonné, rejeté même par la population, les autochtones. Déjà, pour que tu puisses intégrer quelqu'un, il faut que la population t'accueille. Lorsque je disais, un petit de 4 ans, un enfant de 4 ans qui t'appelle Ebola, où il a pris ce mot? Si ce n'est pas les grandes personnes qui lui disent ça. Le racisme, la xénophobie, la discrimination, ça prend dès le bas âge à la maison, dans la famille. Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, si ces problèmes sont revus, s'il y a des solutions qui sont trouvées finalement avec le HCR, avec le gouvernement, est-ce que vous allez, si par exemple finalement ils décident de vous intégrer, de vous mélanger au tissu social, comme vous avez dit tantôt, est-ce que ça vous conviendrait ou est-ce que vous êtes totalement déterminé à la réinstallation? Ça, c'est une très belle question. Ouais, merci bien, mon frère. Nous, on dépend de qui? On dépend de Dieu. Si le Maroc est ton terminus, excusez-moi du terme, si le Maroc veut nous intégrer, depuis 20 ans, on serait intégré. Depuis 10 ans, on serait intégré. Depuis 5 ans, on serait intégré. Parce que lorsque le Maroc ratifiait à la Convention de Genève, elle devait préparer le socle d'une intégration, des logements, des camps de réfugiés. Là, essayez au moins montrer à la communauté internationale, on essaie, accompagnez-nous. Mais on n'a même pas un camp de réfugiés. Les réfugiés ne sont pas logés. Si tu n'es pas logé, tu n'es pas blanchi, tu n'es pas nourri, tu ne vas pas à l'école, qu'est-ce que tu appelles? Tu deviens un bon à rien. Est-ce qu'on peut parler d'intégration?
là, je posais la question, si après, finalement, tout ça est mis à votre disposition. Oui, tout ça est mis à notre disposition quand? C'est le même discours avec ces politiciens, avec le gouvernement. Oui, on va réfléchir, on va passer à l'Assemblée nationale. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. 1 an, 2 ans, toujours, c'est pas encore passé. Les lois ne sont pas encore votées. Déjà, ils ont leurs problèmes. Mais encore venir ajouter un problème. Un jour, je causais avec un politicien X qui me dit, mon ami Aboubakar Koné, tu vois, c'est vrai, vous êtes chez nous. Déjà, vous voyez la population. La population n'est pas normale. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés. Si elles apprennent que on va créer une cité pour vous les Noirs, il y a une révolution qui va venir. Le fait qu'un Noir conduit une voiture déjà, un autonome crache là-dessus. Parce que le Noir est, comme l'appelle Asie. Déjà, accepter le Noir, c'est dans la mentalité. C'est pas du oui. Mais je t'acceptais dans le cœur. Comment c'est l'hypocrisie. D'abord, il faut accepter la personne pour l'intégrer. Mais tu ne l'acceptes pas. Ceux qui parlent du oui, on peut. Mais ils sont dans la route fait. Mais nous, on est toujours confrontés à la population rurale, urbaine. On est toujours confrontés. On marche, on fait. Mais ceux qui disent non, on peut les intégrer, ils sont toujours dans les voitures, ils sont escortés. Ils ne voient pas la réalité du terrain. Ils n'habitent pas dans les bas quartiers. Ils ne comprennent pas le fait que nous, on vit toujours avec le feu. Et lorsqu'on voit, pour nous, les réfugiés subsahariens, en un mot, je ne vais pas cacher le mot. Le Maroc, c'est un pays à risque. Excusez-moi, c'est un pays à risque. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Pourquoi je m'explique? Vous voyez, aujourd'hui, la Libye. Je prends un exemple contre la Libye. Du moment qu'on maltraitait les réfugiés, la couleur noire, les noirs étaient marginalisés, maltraités, chassés, frappés. Aucune protection de la police, protection sociale, rien. Aujourd'hui, voici ce qui est arrivé. Parce que les enfants de Dieu, Dieu est toujours là, c'est le Dieu des faibles, de ceux qui pleurent, de ceux qui souffrent, l'injustice. Dieu est le Dieu de la justice. Je ne sais pas si je vais sortir, ils vont m'arrêter aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Mais je prends des risques pour dire à la communauté nationale comme internationale, voici le problème des Noirs. Aujourd'hui, des réfugiés avec les enfants, dans les feux qui demandent, mendient pour manger, qui ne savent pas où dormir, des femmes qui se font violer. La police, oui, allez, ben d'accord, le pauvre. J'ai des papiers d'ici, je me suis fait agresser. J'ai fait le dossier, ça a fait combien d'années? On n'a jamais mis la main sur ces gens. Voici ceci, les certificats médicaux, voici les rapports de l'avocat de l'ACR, ils n'ont jamais. Les bandits, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Il y a des femmes qui se font violer, non. Ça n'avance pas. On l'écrit, tout, ça n'avance pas. Mais nous-mêmes qu'on vit, on prie toujours le bon Dieu de nous protéger. Mais si tu as fait une journée sans avoir une agression, tu dis, Alhamdoulilah, Dieu merci. Bon, voilà, Monsieur Koné, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Vous vous êtes assez exprimé sur cette question, de réfugiés. Ça nous a d'ailleurs permis d'avoir un petit éclairci sur qu'est-ce que c'est qu'un réfugié par rapport à un migrant, et aussi de comprendre que tous ceux qui sont dans la rue en train de demander aux voitures un peu d'argent ou de dormir sous les ponts, comme on les voit d'ailleurs à Rabat au niveau de Camra, je pense bien, on les voit à Rabat au niveau de Camra et tout, et même dans d'autres villes, même à Tanger et autres, ce sont forcément pas des clandestins, ce sont parfois des réfugiés qui sont, n'est-ce pas, par manque de moyens, sont obligés de prendre le risque fatal de se jeter à l'eau pour retrouver l'autre bord qui est l'Espagne. Donc, chers amis auditeurs, c'était Monsieur Koné qui est venu dans nos studios pour parler un petit peu de son vécu de réfugié sur le territoire marocain, et aussi nous donner un point sur l'avancement de leur lutte
pour l'obtention de leurs droits ici au Maroc depuis la dernière réunion qu'ils avaient organisée. Et nous allons tout simplement ensemble leur souhaiter bonne chance et en espérant que les différentes personnes qui sont concernées, c'est-à-dire le ACR ainsi que le gouvernement d'après les textes du ACR, qu'ils puissent, n'est-ce pas, essayer de revoir et essayer de reprendre la considération du réfugié noir, il faut le préciser parce que c'est le cas de le dire, du réfugié noir subsaharien sur le territoire marocain et même par ricochet sur tout le territoire du Maghreb, vu que c'est apparemment le même cas qui s'était tenu en Libye, et peut-être que si on vérifie encore, ce serait pareil aux autres pays tels que l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et peut-être aussi l'Égypte. Donc nous exhortons par la même occasion tous les pays du Maghreb qui sont toujours en Afrique de bien comprendre qu'on finira tous un jour par s'entendre et de trouver ensemble un chemin, un moyen de vivre ensemble, et que pour nous les Noirs, nous avons déjà la main tendue. Il est maintenant de leur côté de, n'est-ce pas, faire l'effort nécessaire, un effort qui va être personnel à chacun, un effort qui doit être psychologique à chacun, donc de faire cet effort nécessaire pour que enfin on puisse pouvoir se serrer la main avec un sourire réel, un sourire franc, et non un sourire d'hypocrisie. Et nous saluons par la même occasion l'effort que le Maroc déploie. Là, ça c'est sans parler du côté des réfugiés, mais l'effort que le Maroc déploie en général aujourd'hui pour intéresser l'Afrique subsaharienne sur plusieurs plans. D'ailleurs, la régularisation massive de 2014 est simplement une action salutaire que nous n'avons cessé n'est-ce pas, d'en parler, et nous espérons que ce genre d'action pourra aller jusqu'à ce que les réfugiés puissent finalement entrer, n'est-ce pas, dans l'obtention de ce qu'ils souhaitent. Dans ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, ce n'est pas forcément de quitter le Maroc, mais d'être pris en considération et d'être respecté selon les conventions de Genève. Voilà, chers amis auditeurs, c'est ici que va s'achever cette cette émission, et nous nous disons à très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir.